Coucou, moi c'est Rosie, professionnelle en sexologie et animatrice du balado Apéro Sexo. Ici, on parle de dating, de relations, de break-up, de sexe et tout ce qui touche à l'intimité. Apéro Sexo est présenté par Séduction, qui est bien plus qu'une boutique érotique. C'est un espace de découverte, d'exploration, de plaisir où chacune est invité à vivre sa sensualité librement. Vous pouvez utiliser le code promo Apéro15. Et Cul-de-sac, qui est des jeux de conversation intimes créés par Apéro Sexo pour avoir des conversations profondes en couple sur votre relation, votre sexualité. Vous pouvez utiliser le code promo podcast10. Les liens vers les sites web de nos partenaires sont dans la description de l'épisode. Bon épisode! Hello la gang! Aujourd'hui, première journée dans un nouveau studio et je reçois Emmanuelle Blouin. On s'est parlé avant, t'es plus sexologue, mais éduquons les gens en premier, par contre. Okay. Donc, quand tu sors du bac en sexo, tu peux décider de t'inscrire à l'ordre et d'être sexologue. En gros, tu payes et tu dois te former continuellement. T'as-tu fait beaucoup de formations continues? Quand même, mais j'ai été dans l'ordre pendant 2 ans, peut-être, mais là-dedans, il y a quand même eu une période où j'étais en congé de maternité, fait que ça l'a comme mis sur pause un peu. Puis je pense que ça mettait sur pause le nombre de formations que j'avais à faire. Mais je l'ai rejoint au début que je travaillais dans un organisme communautaire en VIH-TSS, fait que je veux pas, il y en avait beaucoup qui étaient inclus là-dedans. Puis il y a aussi des choses qui sont incluses, par exemple, quand tu offres des formations, quand tu crées des formations. Fait que c'était quand même facile d'atteindre. C'est comme encadré quand même, c'est ça. Puis l'ordre des exigences. Et là, en septembre, tu as décidé de quitter l'ordre pour partir en tant que professionnelle en sexologie, parce que le titre de sexologue est protégé. Oui, exact. Pourquoi? C'était quoi les principales raisons de pourquoi tu as quitté l'ordre? Ben, en fait, initialement, je l'ai rejoint, c'est ça, quand je travaillais plus dans le communautaire. Par la suite, je me suis lancée à mon compte, puis j'ai travaillé aussi dans une clinique, fait que je faisais plus des consultations. Puis, veux pas, selon moi, quand tu veux faire des consultations, puis quand c'est ça le principal de ton travail, tu as beaucoup d'avantages. Au niveau, évidemment, c'est fait pour protéger le public, mais ça te permet, entre autres, d'offrir des reçus. Ça te donne une certaine notoriété aussi, au niveau de ton titre, puis une confiance avec les gens. Mais comme entrepreneur, je trouvais à un certain point que ça me mettait beaucoup de bâtons dans les roues. Puis je pense que pendant un certain moment, ça me motivait d'avoir ça, d'essayer de voir comment je pouvais faire les choses un peu différemment, puis naviguer à travers tout ça. Mais à un moment donné, j'ai juste senti que ça bloquait ma créativité. Puis au niveau des réseaux sociaux aussi, je commençais à être de plus en plus présente. Je sentais que je marchais sur des œufs, puis ça amenait un certain stress. Puis ça bloquait un peu justement mes idées, ma créativité, niveau marketing aussi, on se le cachera pas que ça amène beaucoup de limites. Puis niveau entrepreneurial aussi, tu peux pas t'incorporer, il y a aussi des limites à ce niveau-là. Là. Je sais pas si ça l'a changé, mais à ce moment-là, c'était ça. Fait que ça a été je suis menée tout seul. C'est ça, moi j'ai jamais été dans l'ordre, parce que comme je te disais, on a fini le bac genre en avril, en mai, le projet du podcast était sorti, puis pour avoir toute la liberté du monde, pouvoir parler de nos pratiques, de nos relations au niveau du dévoilement de soi, ça joue beaucoup. Là, des violences sexuelles qu'on a vécues, tout ça. Ça faisait aucun sens pour nous d'être dans l'ordre. Là, fait qu'on l'a jamais été. Mais le truc qui me titille un peu, c'est justement que les gens pensent que être professionnel en sexologie et sexologue, c'est une formation différente. Être professionnel en sexologie, les gens associent pas nécessairement ça à comme t'as fait un bac en sexo. Fait que c'est comme la seule affaire qui enlève la crédibilité, je trouve, de pas faire partie de l'ordre. Mais sinon, pour moi, ça avait comme tous les autres avantages. Là. Ça, c'était comme le seul. Et là, toi, tu t'es spécialisée dans ta pratique en écart de désir chez les couples. Pourquoi? Oui. Dès que je me suis lancée plus à mon compte, je savais que, en fait, j'ai exploré vraiment beaucoup de différentes thématiques. J'ai quand même voulu aller voir qu'est-ce qui m'intéressait le plus. Puis, évidemment, on en parlait tantôt, mais c'est probablement le sujet qui revient le plus en consultation. C'est vraiment un énorme enjeu. Puis, il y a plusieurs aspects que ça m'a touchée aussi personnellement. Fait que c'était un sujet qui m'interpellait beaucoup. Puis je trouve ça le fun puis tellement intéressant de travailler avec les couples, surtout les relations à long terme. On n'en parle vraiment pas assez. Puis je réalise à travers, entre autres, les réseaux sociaux, puis là, dernièrement aussi, là, avec les commentaires, les retours que j'ai des gens, je réalise à quel point c'est tellement nécessaire d'en parler. Puis il y a beaucoup de sujets dans lesquels c'est pas nécessairement le manque de connaissances, mais c'est que les gens comprennent, mais ont de la difficulté à l'appliquer. Mais là-dedans,
on est vraiment encore dans les gens comprennent pas c'est quoi le désir sexuel, puis ils comprennent pas qu'est-ce que, puis ça mène à énormément de ruptures qui auraient pu, tu sais, être évitées si les gens savaient juste réellement comment ça fonctionne. Puis qu'est-ce qu'on peut faire? Avant de se lancer dans les questions du public, parce que pour parler du sujet, je me suis dit quoi de mieux que de demander aux gens c'était quoi leurs questions, leurs questionnements. Je pense que les gens ont besoin de conseils de comment naviguer les écarts de désir, parce qu'on s'entend que c'est rare que dans ton couple, vous allez avoir envie tout le long de votre relation, au même moment, à la même intensité, à la même fréquence. L'écart de désir, c'est très normal aussi de ne pas être à la même place par rapport à son partenaire ou à sa partenaire. Mais avant de rentrer là-dedans, je voulais qu'on différencie désir de excitation, parce que ça semble si simple, je crois, pour nous, mais peut-être que les gens pourraient les aider. Si tu avais une description à nous donner pour chacun d'eux. Bien, le désir sexuel, on est vraiment avant la réponse sexuelle. T'sais, la réponse sexuelle, on est dans tout ce qui est plus au niveau des réactions du corps, des réactions aussi physiologiques. T'sais, évidemment, c'est aussi tout lié à l'aspect psychologique et tout, mais on est vraiment dans la courbe de réponse sexuelle. Il y a l'excitation, puis un certain plateau, puis après, il y a l'orgasme, puis une période plus réfractaire par après. Le désir sexuel, on est avant ça. Fait que c'est vraiment tout ce qui est l'envie d'avoir de la sexualité, l'envie d'y faire de la place, l'envie de se rapprocher d'une personne, d'un moment. Puis... Non, c'est très bien décrit, là. Comme tu dis, l'envie, est-ce que ça me tente d'avoir de la sexualité? Là, on parle du désir. Pour l'excitation, on parle de la réponse physiologique et mentale, le corps, le cerveau qui réagit à un stimuli, par exemple. Donc, pour ce qui est le désir, qui est justement l'avant, c'est là que les gens ont de la difficulté à être tout le temps sur la même page avec leur partenaire, évidemment. Donc, parce que ça va beaucoup plus dépendre, justement, il y a des facteurs, oui, physiologiques, mais aussi vraiment psychologiques, puis ça va dépendre beaucoup plus du contexte aussi. Absolument. Pour certaines personnes, entre autres. Mais... Donc, première question que j'ai reçue, pourquoi plus que je ressens que mon partenaire a des attentes envers moi pour qu'on ait de la sexualité, exemple, il est déçu qu'on n'a pas de relation sexuelle, mais il m'oblige pas nécessairement, mais j'ai réalisé que ça fait en sorte que j'ai moins de sexualité avec lui et j'en ai moins envie. Ça, on l'entend souvent, que justement, une personne met de la pression sur l'autre pour avoir de la sexualité et on rentre dans le cercle vicieux où plus que tu as de la pression, moins que ça te donne envie d'avoir de la sexualité. C'est ça, c'est vraiment ça, la pression. Puis, en effet, des fois, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais j'ai l'impression que l'autre personne m'aimait pas, m'en met pas. Puis, ça se peut des fois que soit la personne en met, mais de façon un peu inconsciente ou que c'est assez subtil, mais que ça suffit quand même à en mettre. Ou des fois, ça se peut vraiment que ça soit par une grande partie par soi-même, par des croyances qu'on a internalisées par rapport à la sexualité, par rapport à comment ça devrait se passer, à la fréquence, on en reparlera, mais c'est la pression, c'est tellement la pression. Puis justement, la déception, on n'aime pas ça décevoir, puis on aime encore moins décevoir la personne qu'on aime. C'est inconfortable. Puis comme humain, on a envie de se rapprocher du plaisir puis de s'éloigner de l'inconfort, de s'éloigner de ce qui est douloureux. Fait que c'est sûr que quand on parle de conflit ou quand c'est... si on a peur de décevoir l'autre personne, si on a peur que ça crée un conflit, de dire non, si on sent de la culpabilité, c'est toutes des émotions qui sont vraiment inconfortables à ressentir, ben on va les éviter. Puis vu que c'est associé à la sexualité, ben c'est tout ce qui est autour de la sexualité qu'on va se mettre à éviter pour éviter de ressentir cette pression-là, pour éviter de décevoir l'autre personne puis de se sentir coupable. Pour la personne qui a plus de désir dans une relation, c'est quoi les conseils que tu donnes pour... Parce que c'est valide de se sentir justement déçu, insatisfait ou insatisfaite. Par contre, on sait, comme tu viens de dire, que si par ces émotions-là, tu mets de la pression sur ta partenaire, ça va faire juste l'effet inverse. Là. Comment tu suggères aux gens, justement, qui sont la personne qui a plus de désir, de naviguer dans leur couple sans mettre de pression, mais en étant aussi valide dans leurs émotions? Bien, premièrement, c'est sûr que d'être à l'écoute de l'autre personne, puis c'est important de comprendre qu'il faut laisser l'espace à l'autre personne de dire non, parce que s'il n'y a pas l'espace de juste pouvoir refuser une relation sexuelle, ben on se sentira jamais vraiment libre de vouloir une relation. Puis ça met encore plus de pression parce que là, on va sentir qu'il faut toujours être en ligne pour initier ou pour avoir de la sexualité. Puis ça va aussi nous ramener un petit peu dans un cycle. Mais pour répondre à la question de comment réagir quand on est la personne qui a le plus de désir, ben, je pense que c'est d'arriver premièrement, à nommer les choses, sans être... ça se peut que ça vienne activer certaines blessures de rejet ou
ou autre, mais arriver à en prendre conscience, premièrement, puis pas être juste comme dans la réaction. Parce que ça, souvent, ça fait en sorte que les gens aussi vont aller vers l'évitement, tu sais. Parce que là, je me fais rejeter une première fois, je me fais rejeter une deuxième fois, c'est pas le fun. Fait que je vais arrêter d'initier, je vais arrêter d'essayer, je vais arrêter de mettre les efforts dans la relation. Fait qu'à place d'être à l'écoute de ce qui pourrait stimuler ma partenaire ou de pourquoi peut-être qu'elle a moins de désir en ce moment, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis qu'on travaille un peu plus comme en collaboration là-dedans de comment est-ce qu'on peut s'entendre, puis redéfinir un peu, puis retrouver une sexualité qui est épanouie. C'est là où souvent les gens vont plus aller d'un côté comme de l'autre dans l'évitement, puis vont juste complètement se déconnecter. Puis... Fait que, en gros, c'est d'ouvrir la communication, je pense, en couple, puis d'en parler. Mm-hmm. Le problème avec le thème de la sexualité, c'est que c'est tellement tabou pour beaucoup de gens, et les corps de désir aussi, mais c'est tellement possible d'avoir un moment où vous en parlez ensemble, puis que vous nommez les choses comme tu dis, et on s'assure aussi de cette façon-là que quand la situation revient, parce que ça va revenir, vous avez déjà avoir eu une conversation préalable, puis c'est pas obligé d'être dans le moment aussi, là. Tu sais, dans un moment où vous vous sentez bien, les deux, que c'est un bon moment pour en parler, de parler de l'écart de désir, comment les deux se sentent. À un moment donné, dans une de mes relations, j'avais une de mes amies qui vivait l'effet contraire. Moi, j'étais celle qui avait beaucoup de désir, pas mon partenaire, puis elle avait pas beaucoup de désir, puis son partenaire beaucoup. Puis c'est elle qui m'a aidée à comprendre la réalité parce que, entre nous, vu que c'était pas lié plus personnellement, c'était tellement facile d'en parler puis de comprendre. Puis ça m'a tellement aidée à comprendre la réalité de mon partenaire et de voir aussi quelle réaction pouvait sembler anodine, mais lui mettait de la pression, genre faire la baboune, tu sais, d'en faire comme une situation. Donc, je pense que d'en parler ensemble, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Là. Puis tant mieux si vous pouvez être en compagnie aussi. Là. Je pense que c'est... Ben, c'est souvent ça, en effet, parce que souvent, les gens vont en parler, mais ce qui arrive, c'est que ça vient tellement déclencher des blessures pour beaucoup de personnes que, on se parle, mais on se comprend pas. Là. Une personne va dire quelque chose, puis on va entendre l'effet inverse. Souvent, ce qui arrive, c'est que la personne va dire « j'ai pas assez de sexe, comme je suis insatisfait ». Puis l'autre personne qui a peut-être moins de désir, va entendre, ben je suis pas assez, j'en fais pas assez, c'est quoi, comme, c'est jamais assez ce que je fais. Fait que c'est dans ces moments-là aussi où, on a bien beau le nommer, mais des fois, ça prend justement peut-être une aide supplémentaire ou essayer de le faire dans un contexte, consultation ou autre, ou des fois juste de prendre un certain recul par rapport à la situation, puis prendre conscience de qu'est-ce que ça vient chercher, qu'est-ce que ça vient activer, prendre le temps de comme, se gérer avant de ramener la conversation. C'est ça, parce que ça va faire vivre des émotions négatives. Puis c'est super vulnérabilisant là, comme conversation aussi. Prochaine question. Qu'est-ce qui explique la différence de libido dans un couple et quoi faire dans ce cas pour que les deux parties soient satisfaites? Bien, en fait, je pense que souvent les gens s'attendent à ce que le désir sexuel, ça soit vraiment quelque chose de linéaire, là, que ça va... Puis j'entends beaucoup, puis surtout récemment, fais juste trouver quelqu'un qui a la même libido que toi. Puis ça me fait quand même vraiment rire, là, parce que, qu'on parle de libido, désir sexuel, mais ça va fluctuer là, dans le temps. Là. Fait que c'est pas parce que tu as trouvé quelqu'un avec qui tu avais la même libido au début, tu vas faire quoi, comme dans 3 ans, quand vous allez, vous allez avoir des enfants, il va y avoir une grosse situation stressante. C'est inévitable pour tout le monde. Là. C'est quelque chose qui va fluctuer, comme tu dis, par 56 millions de raisons. Puis oui, vous allez pouvoir être peut-être alignés les premiers mois, mais après, ça va changer. Tu sais, je veux dire, il y a très peu de couples qui sont alignés à 100% tout le temps. Donc, c'est comme inévitable comme situation. Donc, pourquoi pas justement savoir comment bien la gérer, parce que ça va arriver. Là. C'est ça. Puis c'est ça, c'est pas l'écart de désir qui est nécessairement le problème. C'est après comment qu'on va le gérer, puis comment est-ce qu'on va réussir à passer à travers ces creux-là pour se retrouver, puis devenir un peu plus proche, puis plus fort comme couple, puis pas juste... s'éloigner puis rentrer dans l'évitement puis aller creuser l'écart de désir parce que c'est souvent ça, je parle du cercle vicieux dans lequel on embarque quand d'un côté là on évite parce qu'on a peur de décevoir ou parce qu'on évite parce qu'on a peur de se faire rejeter. Là, on vient juste creuser l'écart de désir encore plus puis c'est là où ça vient plus poser problème d'habitude. C'est le début de la question qui était c'est quoi qui explique que 2 partenaires ont une différente libido toutes, là? Je veux dire, il y a 56 millions de raisons. Oui, il y a les hormones, oui, il y a le stress, mais il y a la relation que tu as avec l'autre personne. Est-ce qu'en ce moment, vous avez un froid dans votre relation? C'est ça, tout ce qui se passe dans ta vie peut impacter ton désir. Le désir, il faut que ton corps et ton esprit sentent qu'il y a la place pour. Si c'est... faut que, oui, l'espace mental, le temps, l'énergie, parce qu'avoir de la sexualité, ça prend du temps, là. Puis ça se peut qu'il y a beaucoup de monde que
ça devient pas non plus une priorité. Si on prend l'exemple quand on commence à avoir des enfants, par exemple, ça se peut que, oui, le sexe, là, ça soit comme dans les priorités très loin dans ton cerveau parce que pour avoir justement cette envie-là, faut que tu aies l'espace, le temps, l'énergie. Ouais. C'est ça que je trouve que est pas assez nommé, comme si c'était... Le sexe était une banalité, mais je veux dire, c'est quand même un acte qui demande, c'est ça, de l'énergie, d'être présente. Oui, 100%. Puis je travaille aussi majoritairement avec les parents ou les nouveaux parents. Puis en effet, je pense que ça demande tellement de tout redéfinir dans ta vie, tu sais, les différentes sphères, puis la place que tu fais à chacune. Puis ça demande de revoir quelle place tu as envie de faire à la sexualité. Puis souvent, c'est peut-être dans certains moments de grandes transitions comme ça où que l'écart de désir va être plus apparent, par exemple, ou va devenir plus un enjeu, ou juste des fois, au fil du temps, dans la relation, ou par exemple, quand on commence à habiter ensemble, ou dans des périodes comme ça, où une certaine routine va s'installer, ou des fois, on va se prendre un peu plus pour acquis, on va un petit peu moins se séduire. Au début, on fait de la place vraiment naturellement à la sexualité parce que c'est nouveau, c'est excitant, puis on se valorise énormément par ça, mais souvent, ça devient moins naturel, peut-être avec les années, puis il faut comme trouver des façons de ramener tout ça. Tu sais, le désir est beaucoup influencé par la dopamine aussi. Fait que les gens qui se disent « Oh ouais, mais pourquoi j'ai moins de désir? » Si tes relations sexuelles sont mécaniques, sont tout le temps les mêmes, tout le temps au même moment, ça se peut que ta dopamine soit effectivement en déclin. Ouais. Et si vous avez, c'est ça, une routine qui s'est installée, c'est difficile pour ton cerveau de voir la sexualité comme quelque chose de le fun, excitant. Donc, la relation aussi, évidemment, que tu as avec ton partenaire, mais je pense que de vouloir changer un peu ses pratiques, de sortir du cadre, va apporter à une plus grande satisfaction sexuelle. Puis si tu es plus satisfait ou satisfaite sexuellement, oui, ton cerveau va vouloir en réavoir. Ouais. C'est la raison aussi pour laquelle, des fois, on entend « Ah, mais si t'as pas de désir, tu sais, masturbe-toi quand même parce que tu vas... » il est possible qu'il y ait une connexion de ton corps à ton cerveau de c'est fun, tu sais, la sensation de plaisir par la masturbation, par exemple. Ouais. Donc, des fois, les gens qui ont moins de sexualité ou qui se masturbent pas, on voit que c'est comme en déclin, là, dans le sens qu'il faut... Ouais. Ben oui, les expériences positives, ce qu'on veut venir recréer, c'est pas juste dans les relations sexuelles avec l'autre personne. Puis ça passe aussi même par les discussions, par les pensées qu'on a par rapport à la sexualité. Souvent, il y a un point où les gens disent « Mais moi, je pense même pas à la sexualité. » Fait qu'essayer de voir comment est-ce que la sexualité peut peut-être redevenir un petit peu plus omniprésente, comment on peut y penser de façon positive, comment est-ce qu'on peut recréer des expériences agréables avec soi-même, avec son corps, par son imaginaire. Il y a plein de façons. Puis, en effet, tu parlais de la routine. Puis ça, je pense que c'est un des éléments qui joue le plus parce que souvent, en couple, dans les relations à long terme, on finit qu'on se connaît tellement bien, puis on sait qu'est-ce qui fait plaisir, mais souvent, on va définir le plaisir par l'orgasme, fait qu'on sait comment faire venir l'autre personne. On va prendre un petit peu les raccourcis pour y arriver, puis on cherche juste à atteindre cet objectif-là ou comme cette finalité-là de l'orgasme, puis on oublie de prendre plaisir dans tout le reste, t'sais. Puis c'est sûr que si on a juste du plaisir pendant ces 30 secondes-là, même si l'orgasme est vraiment le fun, ça va jouer sur notre motivation puis sur notre désir sexuel, là. Puis par rapport au point de se rappeler aussi que la sexualité existe, il y avait une de mes amies qui disait moi là si je genre out of sight out of mind là. Puis elle avait dit que elle avait sorti un de ses jouets sur sa table de chevet puis ça lui rappelait que la sexualité existe puis que elle se masturbait bien plus quand elle avait ce petit rappel. Fait que c'est niaiseux, mais pour quelqu'un par exemple qui a un désir justement qui est pas spontané là, d'ailleurs si on peut faire une parenthèse sur les deux types de désirs là, qui est quand même un spectre là, mais le désir spontané c'est quelqu'un qui aura pas nécessairement besoin d'un stimuli pour avoir envie de sexualité. Fait que quelqu'un qui va penser à la sexualité à n'importe quel moment de sa journée. Et quelqu'un qui a un désir plus réactionnel, c'est suite à un stimuli, une pensée, un signe d'excitation de son corps où le désir va naître. Ouais. Donc, c'est ça. Elle a dit que juste d'avoir le contact visuel avec son jouet avait beaucoup joué sur son désir parce qu'elle se rappelait que la sexualité existe. Mais c'est ça, parce que aussi, il y a tellement de nuances entre le spontané et réactif. Des fois, c'est pas nécessairement clair. Je pense qu'on souvent on le divise comme si c'était comme deux choses, mais ce qu'on réfère au désir spontané, c'est souvent lié aussi, soit à un certain contexte ou à des pensées, par rapport à la sexualité, où il y a peut-être eu un certain build-up. Puis, en effet, soit le fait de rendre ça un peu plus accessible, soit visuellement, ou d'intégrer des lectures un peu plus quotidiennes, ou d'en parler en couple. C'est pour ça que souvent le désir il est plus présent au début, parce qu'on se tease, parce qu'on s'écrit, puis on se rappelle des souvenirs de comment ça s'est passé la dernière fois. On s'imagine comment ça va se passer la fois d'après. On anticipe positivement.
environnement souvent. Fait que tout ça, c'est des pensées par rapport à la sexualité qui fait que le désir a l'air spontané parce qu'on n'arrive pas à identifier comme un stimuli sur le moment, mais dans le fond, c'est une accumulation de toutes ces petites stimulations-là puis toutes ces pensées-là par rapport à la sexualité. Puis la différence, justement, entre une nouvelle relation puis une relation long terme, tu te rends compte que au début d'une relation, vous donnez plus de temps puis d'espace à la sexualité souvent. Et oui, elle est priorisée vraiment, ça a l'air plus naturel, mais elle est beaucoup plus mise en priorité. Exact, elle est mise en priorité, vous lui donnez plus de temps, plus d'énergie, puis vous explorez souvent plus, fait que vous intégrez un peu de la nouveauté. Et ensuite, il y a la routine qui s'installe. Donc, quand on compare, c'est pas que vous connectez plus sexuellement, c'est que vous avez peut-être laissé justement moins de place à la sexualité. Puis c'est correct aussi, hein, en passant, là, je veux dire, c'est pas... on vous dit pas d'avoir le plus de sexe possible, là, c'est pas ça le but, là, mais c'est de comprendre pourquoi il s'est peut-être éteint avec le temps. Comme vous savez, la Saint-Valentin arrive et j'ai envie de vous parler de mes essentiels. Parce que vous soyez en couple, en situationship ou en solo, un petit essentiel peut faire toute la différence pour la Saint-Valentin. Donc, le premier essentiel que j'ai envie de vous parler, c'est un item sensoriel. Ça peut être une chandelle à massage, de l'huile à massage, un sel de bain. Et j'ai envie de vous parler de ma recommandation, qui est une chandelle à massage. Je pense que j'ai dit des millions de fois à quel point j'aimais ça. La chandelle à massage Shunga, il y a plusieurs odeurs, donc ça vous permet de choisir en fonction de vos préférences. Je vous le dis, une chandelle à massage, ça permet d'explorer pour vrai autant son corps que le corps de son partenaire ou de sa partenaire et ne pas seulement se concentrer sur les organes génitaux. Ensuite, du chocolat aphrodisiaque. Chocolat, Saint-Valentin, tout fit, aphrodisiaque. On s'entend qu'il n'y a rien de mieux pour la Saint-Valentin. Et Séduction en vente directement sur leur site web. Et finalement, un jouet. Évidemment, un jouet toujours pratique. Et celui que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est un vibromasseur qui peut être utilisé de toutes les façons possibles. Parce qu'un objet vibrant, ça peut être utilisé sur un pénis, un clitoris, mais c'est aussi sur le reste du corps. Donc, j'ai envie de vous inviter à vous gâter pour la Saint-Valentin. Comme j'ai dit, que vous soyez en couple, en solo, vous avez plusieurs options sur le site de séduction. Et en plus de ça, vous avez le code promo apéro15 pour 15% de rabais. C'est tout. Je vous laisse à l'épisode. Puis par rapport au désir sexuel spontané réactif, il y a à peu près un mois, j'ai commencé à prendre une médication qui joue sur la sérotonine puis la dopamine. Puis honnêtement, du jour au lendemain, moi, j'ai toujours un désir spontané. J'avais pas besoin de... Ça vivait dans ma tête, là. Genre, je continue ma journée, puis j'étais comme... Ah oui, il me semble que j'aurais une relation sexuelle en ce moment, ou il me semble que je me masturberais. C'était quelque chose qui faisait partie de mon quotidien. Puis depuis la prise du médicament, 0 puis une barre, puis c'est vraiment fucké. J'ai comme compris c'était quoi du désir. J'ai compris que il existait justement avant cette prise de médication-là, puis après... Il est tellement parti du jour au lendemain que ça a tellement été comme deux mondes complètement différents que j'ai réalisé comment les gens qui n'ont pas de désir se sentent comme je me sens en ce moment avec la prise d'un médicament, puis à quel point, genre des fois, là, je me disais, il faudrait vraiment me forcer le fort, là, genre presque ça m'écœurait d'avoir de la sexualité. C'est quand même fucké à quel point les hormones jouent un rôle sur la sexualité, puis on dirait que ça m'a permis d'avoir beaucoup d'empathie pour les gens qui ressentent pas ça. Il y en a qui le ressentent pas, là, ce désir-là au quotidien. Puis surtout quand t'as la pression de l'autre personne aussi dans le couple qui te ramène ça, puis qui te rappelle que qu'il en a besoin, puis c'est là souvent où justement là on rentre vraiment comme dans un cycle avec ça rajoute de la pression, la culpabilité, puis tout ça, Puis la médication aussi, c'est quelque chose qui joue beaucoup là, sur le désir, même sur les sensations par rapport justement à cette prise de médicaments-là. Du jour au lendemain, je me suis fait avoir aucune sensation. Je sentais plus rien. Là. Je me masturbe avec un womanizer depuis toujours. J'ai un nouveau jouet womanizer, je suis comme plus puissant, je sentais rien. C'est tellement bizarre comme sensation. Là, ça a commencé à reprendre un peu, mais c'est ça, du jour au lendemain, j'ai comme perdu toute sensation. Atteindre l'orgasme, ça me prenait 1h30 au lieu de genre 10 minutes. C'est quand même spécial à quel point ça peut jouer, puis j'ai la chance que je connais un peu la patente, puis je comprends pourquoi. Mais j'imagine même pas des gens qui commencent à prendre une médication qui parlent jamais, qui parlent pas de ça comme effet secondaire, puis c'est un des premiers effets secondaires qui va souvent arriver. Souvent, avec le temps, ça va se replacer. Mais j'ai vraiment fait le saut, honnêtement, de à quel point ça pouvait avoir un impact réel, autant psychologique que physique quand même. Oui, c'est sûr, ça peut venir jouer sur les circuits du plaisir et tout. Puis, qu'est-ce qui a aidé, toi, mettons, avec le temps? Le temps, puis pas me forcer, honnêtement. Avant, j'avais vraiment une routine où la masturbation faisait partie de ma vie, genre aux 2 jours, aux 3 jours.
Puis au début, je me suis comme forcée, puis après, j'étais comme, ouf, je vais juste attendre, tu sais, que ça revienne. Je suis célibataire, je vois personne, donc c'est moi qui deal avec ça. Mais je me rends compte aussi que je me mettais une pression externe de continuer de masturber, parce que c'était même pas de la sexualité. Mais moi, par rapport à moi, il y avait personne qui me mettait de la pression. Fait que comme tu dis tantôt, t'es pas obligé d'avoir une pression ou quelqu'un qui te met de la pression pour en ressentir une toi-même. La société est assez bonne pour nous faire sentir inadéquat ou inadéquat de pas avoir de la sexualité. Donc, j'ai juste arrêté de me forcer. Puis, veux pas, avec le temps, juste les hormones se sont un peu plus stabilisées. Puis, en ce moment, je me dis, la médication que je prends est plus importante pour moi que le rapport à ma sexualité en ce moment dans ma vie, mais c'est quelque chose que je veux changer. Puis par le passé, j'avais aussi pris une médication qui avait impacté, puis parlez-en à votre médecin ou à la personne qui vous a prescrit, puis vous pouvez changer de médication. Il y en a qui n'ont pas cet effet secondaire-là. Moi, ce que je trouve décevant, c'est que les médecins n'en parlent pas. Non. C'est moi qui me prescrit ça, on n'en a pas parlé, là. C'est ça. Non, c'est ça. Premièrement, on n'en parle pas. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent, qui comprennent pas, ils savent pas quoi faire par prendre ça, à qui en parler, c'est certain. Ou sinon, des fois, on va juste aller essayer de prescrire une autre médication pour venir compenser les effets secondaires. Mais il y a aussi beaucoup de choses, comme tu disais, oui, le temps peut aider, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour quand même aller retravailler le désir, aller recréer d'autres circuits par rapport au plaisir, recréer d'autres expériences positives, apprendre à explorer les sens de d'autres façons, explorer sa sexualité. On l'entend aussi beaucoup par rapport à la contraception. Souvent, les gens disent, on m'a juste conseillé d'arrêter ma contraception, puis je suis comme, là, ça va peut-être amener d'autres enjeux si pendant la sexualité, t'as juste peur de tomber enceinte, puis ça amène un stress, là, mais il y a d'autres choses qu'on peut aller travailler quand même pour venir jouer, pour aller réactiver le désir ou aller stimuler le désir, stimuler l'envie, sans nécessairement, justement, devoir arrêter une médication qu'on a besoin. Mais oui, vraiment, mais c'est ça, il faut faire la discussion, puis là, les gens sont plus mal à l'aise des fois d'en parler à leur médecin. Prochaine question, comment on augmente le désir? C'est ça, pour faire le lien avec l'autre question. Moi, un élément que j'aime beaucoup, il y a beaucoup de choses, mais entre autres, l'imaginaire érotique, je pense que pour beaucoup de gens, ça aide énormément, que ça soit de passer par des audios, par des lectures, de justement créer des associations plus positives par rapport à la sexualité, à l'explorer ses préférences, ses fantasmes, rendre ça un petit peu plus omniprésent dans notre vie, de juste lire quelques pages ou écouter un audio régulièrement, par exemple. Ça, c'est sûr que ça peut aider. Puis, c'est vraiment d'aller recréer des expériences qui sont positives, là, comme on disait tantôt. Puis ça part pas nécessairement avec l'autre personne. Ça peut tellement commencer par rapport à soi. Puis aller recréer des contextes qui sont plus favorables. Souvent, je pense qu'on attend que le désir arrive spontanément ou on attend que ça passe. Il y a des façons d'aller recréer un contexte qui donne envie d'essayer de se poser la question qu'est-ce qui faisait qu'avant, il était plus présent? Justement, est-ce que c'est vraiment comme un contexte de médication, c'est plus hormonal, ou est-ce que c'était le contexte de ma relation qui a changé? La dernière fois que j'ai ressenti du désir vraiment plus spontané ou qui avait l'air plus naturel, c'est quoi qui était différent dans le contexte? Puis comment est-ce que je peux aller recréer ça? Pour la majorité des gens, souvent, la première chose qu'ils vont me dire, c'est en contexte de voyage. OK, parce que, justement, on est plus dans le lâcher-prise, on est peut-être moins stressé, on est moins dans la routine du quotidien. On n'est pas obligé de repartir en voyage pour augmenter le désir, mais qu'est-ce qu'on peut ramener dans notre quotidien de ça? Qu'est-ce qu'on retient de ça? Puis comment on peut ramener certains éléments peut-être dans notre quotidien? Ça veut peut-être en dire beaucoup sur la pression qu'on se met, puis notre routine, puis le stress quotidien qu'on vit. Là. Comme tantôt on disait, souvent les gens vont dire « Ah, depuis que j'ai déménagé avec mon chum ou ma blonde, j'ai moins de désir. » On pense juste à quand deux personnes se couchent. Si les deux, vous êtes sur votre selle pendant 15 minutes avant de vous coucher, puis vous faites comme bonne nuit, bisous, puis qu'avant, vous preniez le moment de parler ensemble, juste ça, ben oui, ça se peut vraiment que comme tu penses pas à la sexualité puis t'en as pas envie, si les deux, vous êtes chacun de votre bord puis vous prenez pas comme un moment de qualité, je pense que juste cette petite changement-là dans une routine en couple, de pas scroller les deux de votre côté avant de vous coucher, c'est vraiment niaiseux. Mais moi, j'ai remarqué là, d'habiter avec mon partenaire pendant un certain nombre de semaines. J'ai réalisé que ce qui avait le plus changé, c'est ça, c'était par rapport à la sexualité. Et
ce que j'ai remarqué qui était le problème, c'était ça. C'est que les deux, on était sur notre selle avant de se coucher pendant 20 minutes. Bonne nuit, bisous. C'était tout, là. Exact. Pense au moment où tu te couches, puis tu regardes ton partenaire dans les yeux, je sais pas, vous parlez de votre journée, peu importe. Oui, ça se peut vraiment qu'il y ait ce moment de connexion-là qui soit préalable à une relation sexuelle. Oui, puis au début, c'est ça, on va plus prioriser ces moments-là, un petit peu plus naturellement. Puis aussi, souvent, par exemple, quand on n'habite pas avec la personne, ben les moments vont quand même être planifiés. T'sais, si on sait qu'on va voir la personne, par exemple, on a une date prévue le vendredi soir, ben pendant la semaine, ça se peut qu'on prenne le temps. On va avoir hâte, on va y penser, on va penser à ce qu'on va mettre, à ce qu'on va dire. Il va comme tout avoir un petit build-up qui va se créer autour de ça. On va parler à l'autre personne de ce qu'on aurait envie. Des fois, il va y avoir un petit peu de sexting en lien avec ça ou autre. Ça, c'est toutes des choses qui vont créer un build-up et qui vont faire qu'on va arriver au moment. Puis il va y avoir déjà une petite tension qui est déjà présente, tandis que dans le quotidien, des fois, on essaie de partir de comme on est genre à -100, aucune séduction, aucune connexion, aucun toucher, rien du tout dans le quotidien. Puis là, on arrive dans un moment comme le soir à 11h, on est fatigué, on a notre journée dans le corps, on vient de finir la routine avec les enfants, puis on se demande pourquoi on n'arrive pas à être excité en 3 secondes de toucher, tu sais. C'est normal. Ben oui, mon Dieu, tellement. Ouais. Prochaine question. Quelle est la fréquence des relations sexuelles moyennes dans un couple au Québec selon la phase de la relation? Donc, du début, après 3 mois, 1 an, 3 ans, etc. Ça, je déteste ça. J'imagine. Pour vrai, puis je comprends que les gens se la posent parce qu'ils ont besoin de se sentir normaux, mais il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Parce que, honnêtement, la seule chose que ça fait, ça met une pression, puis ça fait en sorte qu'on devient beaucoup plus dans la performance. On se met une certaine pression à maintenir cette fréquence-là, puis dans le moment, tu prends même pas le temps de te demander ça me tente-tu vraiment, mais là, tu te dis, OK, là, j'ai entendu qu'il fallait qu'on le fasse au moins une fois par semaine. C'est souvent ça qui revient. Fait que là, on l'a pas encore fait cette semaine. Fait que là, on va être un couple malheureux, puis là, tu sais, ça part. Puis la fréquence d'une relation sexuelle n'égale pas satisfaction sexuelle aussi. Oui. Tu peux voir un couple qui vont avoir une relation sexuelle à tous les jours, mais tu leur parles séparément, puis les deux sont pas vraiment bien là-dedans, sont pas satisfaits, mais ils le font soit pour faire plaisir à l'autre, soit parce qu'ils ont entendu que c'est la façon de garder la flamme dans ta relation, peu importe. Donc, je pense que tu peux le faire à tous les jours, mais si tu le fais de façon hyper mécanique, tu sens réellement connecté puis être présent avec l'autre. C'est entre ça. Puis se masturber, il n'y a pas de différence. Tu es juste en train de te masturber comme l'un l'autre en étant là, mais pas là. Non, vraiment. Fait que je pense que de différencier aussi satisfaction et fréquence parce que c'est vraiment pas lié. Là. Puis c'est surtout que cette question-là vient vraiment avec la conception de la sexualité, comme d'un rapport sexuel pénétration. Là. C'est beaucoup plus, je pense, dans les couples hétéros aussi qu'on l'entend. T'sais, les gens peuvent... Il y a de l'intimité, ça va tellement au-delà de ça, la sexualité aussi, mais si on regarde les statistiques, je suis pas mal sûre que leur critère, ce qu'ils entendent par relation sexuelle, c'est une relation qui a eu de la pénétration. Un couple qui a de l'intimité régulièrement, même physique, émotionnelle ou autre, va être beaucoup plus satisfait sexuellement que... Ben oui. Ouais. Puis on l'entend aussi souvent que justement les couples pas hétéros ont une satisfaction sexuelle plus élevée par le fait aussi qu'ils ont moins de directives de comment avoir de la sexualité. Donc chez les couples hétéros, il y a vraiment une espèce de script écrit et fait en sorte que les gens ont cette espèce de sexualité-là qui pense normale, puis ils sortent pas du cadre. Puis après, tu vas justement dans la communauté queer où il y a pas de représentation, donc ils se sont créés leur propre script qui leur permettent aussi de sortir du cadre. Parce que la sexualité vanille, la sexualité par étapes peut convenir à des gens, mais la réalité, c'est que ça convient pas à tout le monde. Là. Puis surtout de vouloir spice up, c'est normal là, de vouloir un peu changer ses relations sexuelles. Mais je pense que faut faire l'effort de plus pour apporter de la nouveauté puis diversifier parce que oui, tu peux faire ta relation sexuelle avec ton partenaire qui va mener à l'orgasme puis tu te dis bon, ben, voilà. Je pense que l'orgasme reste pour beaucoup dans l'inconscient ce qu'on recherche puis qu'on voit comme la finalité d'une relation sexuelle puis on pense moins au plaisir. J'ai l'impression qu'on se dit si j'ai atteint l'orgasme, ben c'est ça. Mais après, t'as pas nécessairement le meilleur souvenir de ta relation sexuelle non plus. Non, parce que c'est ça va durer quelques secondes. Fait que si c'est le seul critère qui définit si ta relation sexuelle est réussie, mais que dans tout le reste, t'en as pas tiré de plaisir, à un moment donné, ça va pas suffire à maintenir le désir. Là, je comparais ça à un moment donné à quand tu vas à la ronde. Comme tu fais la file, par exemple, pendant comme 2 heures pour faire un manège, puis ça dure genre 30 secondes. C'est vraiment le fun pendant les 30 secondes que tu fais le manège, mais à un moment donné, si tu fais comme des files 3, 4, 5 fois dans la journée, puis tu n'as aucun plaisir pendant les 2-3 heures que tu attends,
à la fin de la journée, tu vas te dire comme ça vaut plus la peine. Même si le matin, j'ai vraiment le fun, j'ai plus envie. Là. Puis c'est la même chose avec la sexualité. Il faut vraiment que tu apprennes à avoir autant de plaisir dans tout le processus. Puis souvent, les gens ils ont l'impression que si ils visent moins l'orgasme, ils vont en avoir moins. Généralement, c'est l'inverse. Tu vas juste avoir plus de plaisir, puis ça va venir plus naturellement si tu te mets pas la pression de... J'aime la métaphore. Ouais. C'est fun. Non, mais c'est que le cerveau est intelligent, là. Fait que comme tu dis, si vous avez une relation sexuelle de 30 minutes, puis c'est ton orgasme de 30 secondes qui te fait dire « j'ai aimé ça ben, ton cerveau va être comme « mais c'est pas assez, là. Ouais. » Puis le cerveau, l'inconscient joue vraiment beaucoup là, dans le désir, là. Donc je pense que c'est important, justement, de faire partie du processus aussi. Puis je pense qu'il faut mettre les efforts, le temps et l'énergie pour garder le désir puis la flamme dans une relation. Ouais. Puis souvent, ce que j'ai lu aussi beaucoup récemment sous des publications, les gens, ils parlent de... Il faut mettre des efforts pour le couple, mais les gens font l'erreur ils vont se forcer à avoir du sexe. C'est à la place de mettre les efforts qu'on devrait mettre, oui, il devrait avoir des efforts, mais pas se forcer à avoir du sexe quand ça ne nous tente pas. S'il y a des efforts à mettre, c'est dans justement comment on peut ramener de la nouveauté, comment on peut créer un contexte qui nous donne envie, ramener la séduction, ramener tout ce qui est autour. Là-dedans, oui, il y a des efforts à mettre, mais pas dans se forcer à avoir une relation sexuelle qui ne nous tente pas. Ça, la gang, ça va faire l'effet contraire. Ouais. Prochaine question. Est-ce que c'est normal de garder certains désirs secrets à notre partenaire ou au contraire, on serait mieux de tout lui dire, même les plus étranges? Moi, je pense que c'est important d'avoir son jardin secret. Ouais, moi aussi. Moi aussi, ça serait ma réponse. Ce qu'on réalise pas, c'est que d'être en couple, vous avez votre sexualité que vous partagez ensemble, mais toi, tu as ta sexualité, puis lui ou elle a sa sexualité. Il y a 3 sexualités qui cohabitent dans une relation. Ouais. Et si vous voulez partager vos désirs, vos fantasmes, hey, vas-y, il n'y a pas de problème. Mais c'est correct aussi, c'est ça, de se garder son jardin secret. Ouais. Et j'irais même jusqu'à, par rapport à la masturbation, de l'avoir vécu moi-même puis d'en parler justement en couple. Il y en a plusieurs qui se cachent le fait de se masturber. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, souvent, en effet, j'ai l'impression qu'on pense, parce qu'on est en couple, que la sexualité de l'autre nous appartient d'un sens. Là. Mais en effet, là, c'est vraiment, comme tu dis, on a chacun notre sexualité aussi, puis ça ne nous appartient pas. Fait qu'on peut choisir ou non de garder l'intimité physique exclusive à notre relation. Mais la psychothérapeute aussi, Esther Perel, elle parle souvent du concept d'altérité, de dire que de voir la personne comme une personne à part entière, puis pas juste par rapport à soi, de comprendre, de maintenir une certaine distance qui est saine dans la relation, ça contribue aussi à maintenir le désir, parce que d'une certaine façon, le désir sexuel, c'est aussi l'envie de se rapprocher de quelqu'un, de diminuer la distance qui nous sépare de l'autre personne. Mais si on est toujours dans la fusion comme ça, puis qu'on se dit tout, puis qu'on fait tout ensemble, il reste plus beaucoup de place pour explorer, puis redécouvrir l'autre, puis pour la curiosité, on est comme toujours... Oui, le nous prend toute la place, puis le je, puis le toi fait pas partie. Ouais. Par rapport à la masturbation, je pense que ça dépend vraiment des couples, mais je pense pas que ça devrait être tabou non plus. Je pense que les gens, des fois, réalisent pas que les besoins qu'on va aller chercher, combler par la masturbation ne seront pas les mêmes qu'on va aller combler par une relation sexuelle. Personnellement, il y a plein de fois dans ma vie où je voulais une relation sexuelle ou au contraire, je voulais la masturbation, puis parce que j'allais pas chercher la même chose par ça. Par contre, c'est vrai que d'avoir été avec un partenaire où on se disait quand on se masturbait, oui, il y avait un peu un sentiment des fois de rejet ou de pas être assez, mais qui était vraiment relié à moi et non par la masturbation. Mais ça a été un travail, parce que même si moi, je faisais la même affaire puis je le comprenais, c'est vrai que je pouvais me sentir rejetée ou pas assez, genre... J'ai vraiment eu les pensées de voyons donc, genre, t'es mieux de masturber au lieu d'avoir une relation sexuelle. Mais d'un autre côté, moi aussi, je faisais la même affaire, puis je le comprenais. Donc, c'est normal aussi que ça peut faire surgir quelque chose, mais ça, c'est quelque chose à travailler personnellement aussi et ne pas mettre l'autre personne mal à l'aise parce qu'elle ou elle se masturbe. Là. C'est ça. Je pense que c'est de prendre conscience que ça se peut que ça vienne déclencher des insécurités, mais que ça nous appartient. Puis en effet, souvent, l'exercice que je fais avec les gens pour qui ça va déranger, que leur partenaire se masturbe ou qu'ils comprennent pas trop, mais c'est juste de se poser la question, pourquoi tu te masturbes? Qu'est-ce que tu vas chercher? C'est quoi tes motivations quand tu le fais? Puis après, quand tu poses la question par rapport à la sexualité, c'est complètement d'autres choses. Il y a toujours l'amalgame entre les deux. Puis j'en entendais parler récemment. Souvent, les gens vont dire, si toi, tu as envie de sexe, l'autre n'a pas envie, va juste te masturber.
Mais c'est pas parce que j'ai envie de sexualité avec l'autre que j'ai envie d'aller me masturber. Tu sais, ça vient à limiter encore la sexualité comme si c'était juste une pulsion ou un besoin biologique, qu'on a juste besoin de se vider. Tu sais, mais la masturbation, encore une fois, c'était pas nécessairement juste ça, mais dans le sens où ça se peut que ce que tu avais besoin, c'était beaucoup plus de juste être collé puis de complicité. Puis qu'il y a beaucoup d'autres façons qui vont répondre à ces besoins-là ou à ces envies-là, qui seront pas la masturbation. Là. Tu sais, ça se peut que juste aller se coller comme nus l'un contre l'autre ou jouer à des jeux de société ou rire. Finalement, c'est ça qui va venir plus répondre ou compenser un peu plutôt que de juste aller se masturber parce que l'autre n'a pas envie. Puis dans les écarts de désir, c'est pour ça que je pense qu'il est important de se poser les questions. Qu'est-ce que, en ayant une relation sexuelle avec toi, je veux aller combler comme besoin? Comme tu dis, ça peut être un besoin de proximité. Oui, ça peut être un besoin de décharge aussi, puis c'est correct, là, comme est souvent lié à la masturbation. Mais ça peut être aussi une façon de voir, OK, je réalise que la sexualité, c'est une façon pour moi de connecter ou d'avoir une intimité avec toi, mais comment on peut la recréer? Est-ce que c'est d'écouter un film collé, par exemple? Parce que sinon, quand on se nomme pas ces choses-là, l'autre personne peut justement sentir. Des fois, je trouve que les gens ont l'impression que la sexualité, c'est comme la façon ultime de connecter puis de vivre une intimité. Mais non, là, je veux dire, tu penses à la sexualité que tu as eue dans ta vie ou peu importe, il n'y a pas toujours ça. Donc, je pense que c'est important d'en parler. Et ça permet les deux de remplir aussi ce besoin-là, mais différemment que la sexualité. Ben oui, tellement. Parce que des fois, tu sais, si en arrière, c'est la personne a envie de se sentir désirée, a envie de se sentir vue. Tu sais, oui, ça peut passer par un rapport sexuel en soi, mais il y a plein d'autres façons de ramener ça plus dans le quotidien pour venir pallier aux insatisfactions puis aux manques. Là. Puis aussi, de ce que je réalise puis que je vois beaucoup là, des gens qui disent, c'est à chaque fois que ma partenaire veut avoir un contact physique avec moi, j'ai tellement peur que ça aille à la sexualité que j'évite le plus possible ou ça me rend comme vraiment pas bien. Donc, de parler aussi de l'intimité physique puis de la proximité, puis de différencier aussi les deux. Oui, ça peut être un début de relation sexuelle, mais j'ai l'impression que un ou l'autre le voit comme, OK, si on se rapproche, ça veut dire que ça va vers une relation sexuelle. Puis là, t'imagines-tu la distance que tu crées parce que t'as peur des bisous, t'as peur des câlins, t'as peur d'une main sur la cuisse, par peur que ça tombe dans la sexualité. Oui. Parce qu'en fait, toutes ces choses-là, généralement, au début, c'était les choses qui étaient des turn-on puis qui stimulaient le désir, mais au fil du temps, ça devient tellement dans la routine puis on devient tellement habitué que, OK, une caresse mène à, finalement, un rapport sexuel puis la pénétration. Puis là, quand la sexualité devient plus associée à la pression, à des conflits, à de l'inconfort, bien là, tout ce qui est associé à ça aussi, tu sais, devient comme inconfortable ou devient évité. Fait que c'est là où on se met à éviter toutes les caresses, tout le reste, puis tout ce qui était des turn-on, soit devient un turn-off ou nous bloque ou est juste plus présent dans la relation, puis il y a de moins en moins de contextes ou de situations qui peuvent venir stimuler le désir. Là. Fait que c'est là où on rentre vraiment dans un cercle vicieux, puis le décor vient comme se creuser, puis le désir baisse de plus en plus. Quand le désir est là, mais l'énergie, l'effort n'y est pas, pour s'installer et avoir de la sexualité, des trucs pour ramener cette vague. Comme on disait tantôt, il faut justement de l'énergie, du temps, puis de l'effort pour avoir de la sexualité. Puis ça se peut que dans différentes périodes de ta vie, tu n'aies pas cette énergie-là, cette place-là. Ouais. Mais j'ai l'impression que, je sais pas, dans la question, si on confond des fois la transe avec le désir. Parce que pour moi, le désir, c'est quand même, c'est ça, c'est la motivation. C'est beaucoup lié à notre système de motivation, d'avoir envie de faire de la place à ça. Mais souvent, les gens disent, ben, la transe est là, mon partenaire, je le désire encore autant, mais c'est la motivation de comme, faire de la place à la sexualité ou justement le désir ou je sais pas trop comment mettre ça en priorité. Dans ma vie, c'est ça qui est plus difficile. Mais je pense que ça passe beaucoup par le plaisir, des fois. Des fois, ça peut être bien de voir comment est-ce que peut-être ça peut m'amener encore plus de plaisir parce que généralement, ce qui nous amène réellement du plaisir dans notre vie, on y fait de la place assez facilement. Là. Puis après, c'est souvent une question que je vais poser aux gens. En général, c'est quoi la place que tu fais au plaisir dans ta vie? Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment juste de la difficulté à mettre ça en priorité, puis qui sont toujours dans le faire, puis la productivité, puis être efficace, puis les tâches, puis il faut. Des fois, il y a quelque chose d'encore plus gros à aller travailler là, sur. Peut-être que tu as juste besoin d'avoir plus de fun dans ta vie aussi, en général, avant même dans la sexualité. Là. Puis aussi, je dirais que, la personne dit que ça prend de l'effort puis de l'énergie.
c'est possible aussi d'avoir des relations sexuelles qui demandent moins d'efforts puis d'énergie. Tu sais, je pense à la masturbation mutuelle, là. Que genre, les deux, vous êtes allongés sur le dos, là, puis que ça soit un jouet qui fait le travail ou votre main, ouais, ça va être moins drainant qu'une relation sexuelle qui peut durer 1 heure. Donc aussi de se poser la question pourquoi je vois de la sexualité ou faire l'amour, le sexe, comme quelque chose de énergivore puis qui me draine aussi, puis de trouver des façons alternatives de conserver une intimité sans... Ben oui. Entrer dans une relation sexuelle qui va durer 1 heure. Là. Ouais. Oui, en effet, souvent dans ces moments-là, les gens vont essayer de se forcer ou de le mettre un petit peu dans leur calendrier puis de se prévoir un long moment, de dire, OK, ben on va le mettre, on va se prendre 1 heure. Puis si, justement, t'évites puis tu trouves que c'est quelque chose d'un peu lourd, un peu long, mets-toi juste 10 minutes. Là. Dites-vous juste comme, OK, pendant comme un 10 minutes qu'on a en ce moment, on essaie de se teaser puis de faire monter le désir, l'excitation le plus possible. Ça rend ça beaucoup plus facile de s'engager là-dedans quand on sait que ça va nous prendre une petite quantité de temps et d'énergie plutôt que de penser que ça va nous prendre absolument 2 heures dans notre journée. Dans la prochaine question, la personne parle de l'écart de désir où la dynamique fréquente, c'est quand un homme a plus de désir que la femme. Est-ce qu'il y a une littérature qui justifie cet écart de désir typique plus fréquent? Puis comment y remédier? As-tu de l'info plus scientifique là-dessus? Sais-tu? Bien, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment d'études qui montrent que les hommes ont plus de désir sexuel que les femmes. J'ai l'impression que, moi, ce que je vois qui pourrait vraiment être lié à ça, là, si on parle d'une relation sexuelle, tu sais, juste l'écart orgasmique, là. L'homme va souvent atteindre l'orgasme à genre 95 % puis la femme, c'est genre 30 % une affaire de même. Fait que juste ça peut faire en sorte que, oui, comme la femme peut avoir moins de désir, là. Moi, il y a des relations sexuelles que, avec un partenaire que j'avais, j'y disais des fois, j'étais comme, OK, mais si, mettons, on prend pas le temps que moi, j'atteigne l'orgasme, ça m'intéresse pas. Fait que, tu sais, si t'es dans une dynamique avec ta partenaire que toi, t'atteins moins l'orgasme ou que toi, t'as moins de plaisir, là, je parle d'orgasme, mais ça peut être le temps qui est accordé à ton plaisir à toi, mais oui, ça se peut que ça te tente moins. Fait que je pense que c'est le rapport à la sexualité puis notre satisfaction sexuelle. Et j'ai l'impression que juste par l'écart orgasmique, les hommes vont nommer une satisfaction plus élevée parce qu'à chaque fois qu'ils ont une relation sexuelle, ils vont avoir un orgasme. Une des questions que je reçois très souvent par DM, c'est « Rosie, comment je fais pour spice up ma vie sexuelle? Je suis tannée de faire les mêmes étapes dans le même ordre au même moment de la journée. » Mais la gang, Cul-de-sac vient de lancer l'édition Tentation, qui est une édition action. Donc, dans le paquet, vous avez 10 séances pour explorer le corps de votre partenaire pour créer de l'excitation. Donc, si je vous donne un exemple, on a la sous-section sensualité. À 2 mains, effleure son corps du haut des côtes jusqu'à son genou, en contournant volontairement ses organes génitaux. Donc ça, c'est une des 10 cartes dans la sous-section sensualité. Mais il y a aussi la section kinky, BDSM, sexuel, sans se déshabiller et d'autres, mais je vous laisse le plaisir de découvrir toute cette magnifique édition qui est l'édition Tentation, une édition Action. Et en plus, la gang, vous êtes bien chanceux parce que vous avez le code promo podcast10. La Saint-Valentin arrive, hein? Fait que je sais pas pour vous, là, mais avec ça, je pense que t'es équipé pour une soirée, mais aussi plusieurs autres moments pour avoir du vrai temps de qualité. Je vous laisse à l'épisode. Oui, c'est sûr que ça va contribuer. Puis encore une fois, les gens vont beaucoup définir leur satisfaction juste par est-ce que j'ai réussi à avoir l'éjaculation, l'orgasme. Je pense quand même que le nombre de relations sexuelles que les hommes vont dire qu'ils veulent de façon générale va être un petit peu plus élevé que les femmes. Mais au niveau du désir sexuel, c'est sûr que ça va être stimulé par des choses... Merci. Oui, fait que je disais, le nombre de relations sexuelles, par exemple, la fréquence, va être peut-être un petit peu plus élevé, mais le désir va être influencé par des facteurs peut-être un petit peu plus différents, ou les femmes, ça peut être un petit peu plus contextuel, par exemple, que les hommes. Il va y avoir des différences au niveau du désir sexuel. Mais je pense aussi que c'est ça, le plaisir, le gap va venir jouer, mais aussi, les femmes ont été beaucoup réprimées dans leur sexualité. Ça fait pas longtemps qu'on parle du plaisir féminin, il prend pas autant de place non plus. Fait que c'est sûr que ça vient jouer après, sur beaucoup plus dans la façon dont on va exprimer notre désir, donc dans laquelle on va vivre notre sexualité, c'est certain. J'ai l'impression que c'est ça. Il y a beaucoup de relations sexuelles qui sont guidées par les désirs de l'homme. Peut-être que c'est... Même des fois, dans la dynamique de c'est ça, les hommes ont l'impression que les femmes, c'est tellement difficile à atteindre l'orgasme que ça sera jamais quelque chose qui va être comme exploré pour beaucoup de couples, honnêtement. Puis moi aussi, là, même si genre, je suis dans ce monde-là, des fois, je suis comme, ouf, on dirait que ça me tente pas d'ouvrir cette porte-là puis d'être comme, hey, by the way, comme,
tu remarques pas que comme nos relations sexuelles, j'atteins vraiment moins l'orgasme que toi? Je trouve ça fou des fois cette mentalité-là. Je pense à jamais de ma vie que j'ai eu une relation sexuelle que l'homme a pas atteint l'orgasme. Ouais. Le nombre d'hommes qui ont eu des relations sexuelles, je vais juste me prendre moi comme exemple, j'ai pas atteint l'orgasme. Yo, 95% là, des gens, là, tu sais, que ça soit dans le dating ou peu importe. Puis oui, genre, l'orgasme n'est pas que la finalité, évidemment, mais c'était juste pour donner un exemple concret de une statistique qui démontre à quel point la satisfaction des femmes peut être moins élevée. Ben oui, puis de façon générale, c'est ça, les relations hétéros vont être beaucoup plus centrées sur le plaisir de l'homme. Je pense que ça fait juste refléter Ben oui, puis juste la pratique de la pénétration seulement. Puis on sait, là, le clitoris, pour atteindre l'orgasme, la plupart des gens ont besoin d'une stimulation externe et non interne parce qu'il y a une stimulation directe. Donc juste ça, cette pratique-là qui, pendant tellement longtemps... hier, j'avais justement un autre podcast qui disait qu'il y a tellement de femmes qui ont jamais eu d'orgasme de leur vie jusqu'à genre leurs 40 ou 50 ans, parce qu'il n'y a pas besoin, pour avoir un enfant, la femme n'a pas besoin d'avoir d'orgasme. Fait que, tu sais, dans le sens que depuis longtemps, comme tu dis, le plaisir de la femme n'a pas été pris en compte. Le plaisir physiologique, autant par l'orgasme que juste le temps qui est accordé à recevoir. Puis, je sais pas pour toi, là, dans tes autres relations, mais moi, j'ai souvent été dans le malaise presque de recevoir. J'ai vraiment de la misère à être juste dans la position de recevoir. Je pense que comme femme aussi, si on est beaucoup éduquée dans plaire, puis dans prendre soin, puis donner beaucoup. Fait que c'est sûr que ça se reflète aussi dans la sexualité, parce que veux pas, je pense que il y a une grosse partie que, oui, comme la société, puis justement le plaisir de la femme, puis mais c'est aussi de pas juste attendre que l'autre personne... de reprendre le pouvoir par rapport à sa propre sexualité, par rapport à ses orgasmes, par rapport à son corps. Des fois, je pense qu'on attend beaucoup que l'autre personne nous donne un orgasme. Puis, j'entends beaucoup, ben il m'a pas fait venir, mais toi, tu sais-tu comme qu'est-ce qui te fait plaisir? Ou tu sais-tu comment... T'as-tu pris le temps d'explorer ton corps puis de savoir comment atteindre l'orgasme aussi avant de juste exiger à l'autre personne de connaître par cœur comment te faire plaisir? C'est important aussi. Là. Ben oui, puis les relations sexuelles, j'ai l'impression que... C'est ça, les gens parlent pas nécessairement de sexualité, ils parlent pas de ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. C'est ça. Tellement de gens ont des relations sexuelles dans le silence aussi. Ouais. Ils en parlent pas avant, ils en parlent pas après, ils en parlent pas pendant. Tu sais, à un moment donné, oui, lire le corps de l'autre, mais... Parlez-vous. Parlez-vous. Tu sais, moi, mes plus belles relations sexuelles, ça a tout le temps été quand c'était dans le jeu. Je trouve que c'est ça qui le décrit mieux. Quand t'as comme une conversation ouverte un peu tout le long sur ce que t'aimes, ce qui te fait du bien... c'est pas obligé d'être comme du dirty talk, tu sais, de ce qu'on voit dans la porno vulgaire. Là, ça peut juste être une conversation. Avoir du fun. Pas juste le plaisir comme génital, sexuel. Du plaisir en général, la complicité, c'est sûr que arriver à intégrer comme plus de jeu, ça... De légèreté aussi. Dans la sexualité, on est beaucoup dans la performance, puis on est moins dans le laisser-aller. Mais de le voir comme un jeu aussi... Je trouve que ça apporte une légèreté à la sexualité, puis tu vas être beaucoup plus présent ou présente que si t'es dans ta tête, puis tu penses à quoi tu ressembles en ce moment, ou juste d'apporter une conversation dans la sexualité, je pense que c'est full important. S'il y en a qui sont moins à l'aise avec ça, d'en parler avant ou après aussi, parce que... Mais c'est tellement ça, puis souvent, les couples qui viennent me voir, tu sais, ils disent, mais on en parle, tu sais, on nomme les besoins, on parle de sexualité, mais la sexualité est tellement devenue un sujet lourd. Puis c'est toute la conversation, tu sais, la même conversation, là, comme sur repeat. Là, on a toujours la même conversation qui mène absolument à rien. Puis là, tout ce qui entoure la sexualité devient tellement quelque chose de lourd. Souvent, je suis comme, mais je comprends, tu sais, que oui, c'est important de nommer ses besoins, mais un moment donné, tu les as nommés, l'autre le sait, là, que tu es insatisfait sexuellement. Puis tu sais, tu le sais, là, mais c'est juste que ramener un peu plus de légèreté autour des conversations de la sexualité. Puis moi, j'aime beaucoup ça, passer par le jeu. Puis, tu sais, dans mon accompagnement ou dans mes programmes, je trouve ça important de créer des outils, des jeux pour amener les gens à parler de sexualité d'une façon qui est plus légère. Souvent, je vais leur dire, tu sais, gardez les conversations difficiles, inconfortables pour les consultations, comme que ça va être encadré. Puis entre vous, essayez juste d'avoir des discussions comme légères, le fun autour de la sexualité pour créer des expériences un petit peu plus positives, puis qu'on arrête d'associer tout ce qui est de la sexualité à quelque chose d'inconfortable, puis de lourd, justement, puis quelque chose qu'on a juste envie d'éviter. Oui. On va aller avec... une dernière question. Est-ce que c'est normal chez un couple de femmes de faire moins l'amour avec le temps? C'est pas par manque de désir, mais j'ai l'impression que vu qu'on est deux personnes qui n'ont pas une grande libido, on est rendu confortable avec ça. Il y a plein d'affaires là-dedans. Tu sais, le fait
deux personnes qui n'ont pas de libido, je pense pas que c'est relié d'être une femme, de pas avoir de libido. Là. J'ai vraiment été plus souvent la personne qui avait plus de libido que mon partenaire. Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est on est les deux confortables comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ça que tu remarques que la personne semble se mettre une pression externe et non interne parce que si les deux personnes sont bien, c'est ça qui est important. Ouais. Tu sais, le problème, c'est un problème si c'en est un, là, dans le sens comme si tout le monde est confortable puis bien dans la situation. Est-ce que c'est vraiment, il y a une partie que toi, tu as envie que ça prenne plus de place puis que ça soit important ou c'est pour correspondre à une certaine norme ou parce que, justement, tu as entendu qu'une fois par semaine, c'était ça, la fréquence normale? C'est la question qu'il faut se poser. Là, oui, parce que si c'est ça, les deux sont bien avec une haute fréquence ou une basse fréquente, c'est pas un problème. Là. Il y a tellement d'autres façons d'aller cultiver l'intimité émotionnelle ou d'autres formes d'intimité aussi, ou même physique, sans que ça soit nécessairement la sexualité. Je vais poser une autre question parce que je la trouve... OK, il y en a comme deux. OK. Quel discours interne entretenir quand on a une baisse de désir et qu'on se met de la pression à avoir des relations sexuelles par peur de ne pas être assez? Mon partenaire me met pas de pression, mais je sais que c'est important pour lui, donc je m'en mets moi-même. C'est contre-productif, mais j'ai de la difficulté à sortir de ce cercle vicieux. Quand tu n'as pas de désir, comme tu disais un peu tantôt, les gens peuvent entretenir le discours de « je suis pas assez » et tout. Puis, évidemment que ça peut t'affecter, là, je pense. Puis de réaliser que tu sais, le désir de ton partenaire, je veux dire, il va pas être déçu. Je sais pas comment expliquer, mais c'est pas parce que tu as une baisse de désir que t'es pas une personne satisfaisante sexuellement non plus. C'est pas lié à ça. Je pense qu'il faut arrêter de parler de fréquence puis de parler de vos relations sexuelles comme étant satisfaisantes ou pas. Parce que là, c'est comme si tu liais dans... Ben, c'est comme si la personne qui dit ça a dans sa tête l'esprit que, OK, vu que j'ai moins de désir, je ne suis pas une personne satisfaisante sexuellement ou on n'a pas de la sexualité qui est satisfaisante, mais qui est seulement liée à la fréquence. Mais non, là, comme on disait un peu tantôt. Oui, exact. Ça va pas déterminer toute notre valeur. Puis encore une fois, il y a tellement d'autres façons d'aller chercher l'intimité dans le couple. Mais je pense que c'est la première chose. Là, on parle de quel discours entretenir, mais avant même d'aller changer le discours qu'on se dit, se poser la question, ça vient d'où ce discours-là? C'est quoi comme les croyances avec lesquelles j'ai grandi, peut-être, qui viennent de ma famille, des proches, des films ou autres qui me mettent cette pression-là? Ça vient d'où? Est-ce que c'est justement une idée par rapport à combien de fois on devrait le faire, par rapport à la fréquence, par rapport à comment je devrais agir comme femme? Essayer de se poser la question, c'est quoi les messages que j'ai reçus avec lesquels j'ai grandi par rapport à la sexualité, puis de commencer par adresser ça, puis déconstruire ce qu'on a besoin de déconstruire là, pour partir sur des nouvelles bases. Là. Puis ouvrir la conversation avec ton partenaire aussi pour pouvoir être rassuré, puis de poser les questions pour que justement tu puisses être rassuré puis être bien là-dedans, au lieu de juste pas en parler, puis de vivre justement toi dans un sentiment de pas être assez. Puis je peux comprendre que tu rentres dans un cercle vicieux, là, justement, quand tu n'ouvres pas la conversation. T'avais-tu d'autres points sur le désir en particulier que tu penses qu'il serait important de nommer? Non, je pense qu'on a fait le tour pas mal. Ouais. J'essaie de checker. Le cycle menstruel aussi, on le dit, là, mais c'est aussi, ça peut vraiment influencer. Là. Je pense qu'on s'attend des fois à ce qu'on ait un désir, comme tu dis, qui ne fluctue pas. Mais pour plusieurs personnes qui ont un cycle menstruel, juste de jour en jour, ça peut tellement évoluer. Ouais. Donc, on serait rendu aux confessions sexuelles. Ah, mais peut-être une dernière chose, c'est par rapport au fonctionnement du désir, justement, parce que souvent, je pense que les gens vont vraiment limiter. Mais là, ça, je pense qu'on l'a quand même déconstruit. Là, c'est pas juste limité aux hormones, c'est tellement lié à nos émotions, à notre système nerveux aussi. Puis le désir, souvent, les gens vont parler de comment on peut augmenter le désir, puis juste adresser ce qui peut le stimuler, mais sans nécessairement adresser ce qui bloque. T'sais. Fait que oui, il y a tout ce qui va venir être un accélérateur. Souvent, on le compare un peu comme une voiture, des accélérateurs, des freins. Fait que pas juste aller adresser c'est quoi les accélérateurs puis miser là-dessus, mais commencer par adresser réellement c'est quoi qui freine. Puis après, de tout le contexte aussi qui vient embarquer puis qui vient jouer. Là. Mais, oui, d'aller à la source de pourquoi il y a des blocages au lieu de mettre un pansement un peu puis de parler. Oui, parce que on pense des fois que la lingerie, quelques jouets va venir comme tout réparer notre sexualité, réparer le fait que ça fait 10 ans qu'on se force à avoir des relations qu'on n'a pas envie. Ça va peut-être prendre beaucoup d'affaires à déconstruire avant ça. Là. Oui. Puis de ne pas s'attendre aussi qu'au du jour au lendemain, ça change. Ça peut prendre du temps aussi. Le cerveau a besoin de temps aussi pour se réadapter à cette réalité-là. Puis je dirais aussi que
d'arrêter de se comparer puis de se valider aussi d'avoir beaucoup de désir ou pas de désir, mais d'ouvrir la discussion en couple parce que c'est ça, pour un ou l'autre, ça peut être plus difficile d'avoir un écart de désir. Puis, comme on disait, c'est inévitable. Là. C'est très rare que deux personnes vont avoir le même désir toute leur vie. Oui, puis pas juste attendre, je pense que le temps arrange les choses ou que ça passe. Si on sent qu'on est dans un creux, ben de prendre action, si on a envie de remettre ça en priorité, ça va pas nécessairement venir tout seul. Puis c'est sûr que des fois, d'avoir l'espace où on peut en discuter librement, puis c'est entre autres pour ça que moi, j'avais créé ma plateforme où, avec une communauté, qu'on peut en discuter, puis qu'on peut s'aider entre nous, de comprendre qu'on n'est pas tout seul à vivre ça, puis avoir accès à des vrais bons outils. C'est pas partout qu'on peut le trouver, là, mais que ça soit au niveau de l'imaginaire érotique, prendre le temps d'aller trouver des bonnes ressources, les bonnes informations, s'éduquer, comprendre, faire le travail pour reconnecter à sa sexualité puis refaire la place. Là. C'est important. On est rendu aux confessions sexuelles. Oui. T'as-tu une confession pour nous aujourd'hui? T'as-tu pensé à quelque chose? Oui, j'ai pensé à quelque chose. Ouais. C'est quand même... Tu sais, je suis sortie de l'ordre assez récemment, là, fait que c'est quand même rare que je parle plus de ma sexualité. Là. Je commence à l'intégrer, tu sais, à travers... quand j'en parle, là, petit à petit, je dévoile des trucs. Ouais. Trouves-tu ça dur de faire le switch puis de... Quand même, tu sais, parce que j'ai vraiment été habituée à être dans une certaine posture, avec une distance, puis à pas en parler, puis je veux pas même... Tu sais, moi aussi, dans ma famille, c'était quand même quelque chose de tabou. Puis même encore, tu sais, je déconstruis un peu, mais c'est un processus, là. Fait que, je suis pas tant habituée, mais j'aime ça. C'est correct qu'on tu développes une aisance. Exact. Puis c'était quand même un des motifs aussi, tu sais, pourquoi je suis sortie de l'ordre quand même, parce que je trouvais ça important de... Les gens ont besoin de se sentir normaux. Là. Ils ont besoin de... Oui, je comprends là, qu'il y a une certaine limite à respecter, puis je comprends pourquoi c'est encadré le dévoilement de soi, mais la réalité, entre autres, quand tu es présent sur les réseaux ou ailleurs, ça fait du bien aux gens là, de sentir que comme, OK, je suis pas tout seul, puis cette personne-là a réussi à passer à travers, puis à retrouver son désir, puis tout ça. Fait que moi aussi, je suis capable. Ça fait du bien, là, des fois. Mais c'est la raison pour laquelle je parle souvent de l'expérience des gens pour éduquer, puis de la mienne. Là, puis ce que les gens disent souvent, c'est comment, une fois que tu parles de ta sexualité, genre, t'as plus ta propre intimité. Non, là. Je veux dire, même si je parle de ma sexualité, je suis capable d'avoir ma propre intimité. Puis je pense que c'est juste qu'on est habitué que ça soit quelque chose de secret, là. Mais je veux dire... C'est ça. C'est... Ben oui, tu sais, après, tant qu'on respecte qu'est-ce qu'on est à l'aise de partager ou non, là. Ouais. Mais, OK, ma confession. Moi, ma sexualité, un des plus grands turn-on, mettons, qui était vraiment présent, là, c'est tout ce qui touchait à ce qui était plus interdit, caché. Tu sais, j'ai quand même beaucoup exploré ma sexualité, entre autres, dans des contextes de voyage ou dans des contextes où ça devait quand même être caché, puis ça a toujours été quelque chose qui était comme un gros turn-on, puis ça a fait en sorte que, justement, à différents points dans ma vie, ça a beaucoup joué, tu sais, sur mon désir, parce que quand j'étais habituée, par exemple, avec un partenaire, c'est... Comme on disait tantôt, la dopamine, c'est excitant, la nouveauté, tu viens jumeler tout ça ensemble. Après, ça faisait des fois qu'il y avait quand même un gros clash là, quand on arrivait dans la routine de comme, OK, là, on habite ensemble, puis là, le temps, c'est supposé être comme le soir après ta routine, ta journée, juste le faire basic, de même dans un lieu un peu toujours de la même façon. Il y avait vraiment comme un gros clash entre les deux. Fait que ça, à différents moments, ça a quand même beaucoup joué sur ma libido aussi. Puis c'est quelque chose qui est que j'ai appris puis que j'apprends encore à reconstruire, tu sais, parce que ce qui stimule nos désirs, c'est des choses qui s'apprennent, mais qui peuvent aussi on peut réapprendre à avoir différents turn-on, à créer... T'as-tu des exemples concrets de choses qui t'ont aidé à être capable de vivre encore de ce désir-là, mais dans une routine à la maison? Oui. Ben, tu sais, j'ai réalisé que quand j'essayais de me poser la question, OK, c'était quoi vraiment les contextes là, qui faisaient en sorte que à ce moment-là, le désir était vraiment plus présent, puis était vraiment plus naturel, puis de voir justement comment je peux le recréer. Puis j'ai réalisé que les moments, il n'y avait aucun moment que j'avais en tête qui était dans une chambre, un lit, là, pratiquement, là, tu sais, comme juste chez nous, là. C'était vraiment dans des endroits un petit peu plus inusités, mettons. Fait que ça, j'ai essayé quand même plus de le recréer chez nous. Ben, chez nous, pas dans ma maison, mais comme ailleurs ou autour, mettons. Puis ça aide quand même, honnêtement, là, j'ai trouvé, là. Faut pas que ça devienne
une nécessité. Je réapprends à explorer ma sexualité dans un contexte un petit peu plus classique, mais j'ai réalisé que la nouveauté, justement, ça avait vraiment un impact qui est important. Fait qu'après, il y a différentes façons d'ajouter de la nouveauté à travers tout ça. Là, mais... on en a parlé dans l'épisode, ouais. mais de nourrir aussi son imaginaire érotique, mais aussi de se poser des questions sur ce qu'on aime. Ouais. Comme tu dis, là, tu parles d'un des moteurs de ton désir, mais les gens, des fois, savent pas non plus ce qui l'active ou savent pas ce qu'ils aiment. Je pense que la porno a un rôle à jouer là-dedans, là, dans le sens que la porno te crée un scénario pour toi puis te dit c'est ça que tu vas trouver excitant aujourd'hui. Puis les gens prennent moins le temps de comme juste fermer les yeux puis d'être dans leur moment avec leur corps puis de se poser des questions de qu'est-ce que j'ai envie. Puis moi, ce qui m'a aidé, c'est de me forcer à me masturber sans pornographie. Puis là, je voyais où mon cerveau allait. Puis ça me donnait des cues de comme ça, t'aimes ça, ça, t'aimes pas ça. Puis je trouve que la porno, c'est comme la façon facile, mais de faire l'effort une fois de temps en temps pour aller justement explorer ce que j'aime parce que je me rendais compte que je savais pas ce que j'aime. Ouais, moi aussi, pendant un moment, c'était pas mal toujours avec visuel, audio que j'explorais. Puis c'est sûr que là, d'avoir été juste avec des audios ou avec de la lecture ou justement des stimulations qui t'obligent à utiliser ton imagination. Si t'as juste le son, si t'as juste une histoire, ben t'es obligé d'utiliser ton imagination pour une partie. Même chose pour les lectures. Ça, c'est sûr que ça aide énormément. Puis, veux pas, ce que j'ai réalisé, c'est que le fait d'avoir toujours été dans, ben pas toujours, mais majoritairement dans des contextes qui étaient justement vraiment excitants, ça fait en sorte que tu te poses moins la question de comment la relation se passe, de qu'est-ce que tu aimes réellement dans la relation, parce que le contexte fait en sorte qu'il y a beaucoup d'excitation puis beaucoup de désir. Fait que ça prend un peu moins d'importance comment ça se passe concrètement, disons. Fait que ça aussi, c'est beaucoup justement, de prendre le temps de réapprendre, OK, c'est quoi qui m'amène du plaisir? Comment est-ce que je peux apprendre à explorer mon corps puis les sensations pour que j'ai pas besoin d'un contexte qui est toujours de fou là, pour avoir du désir, tu sais. Puis je voulais finir avec aussi tes offres, puis que tu nous parles un peu de cœur à nu, parce que oui, t'offres de la consultation, puis t'as une équipe aussi avec toi qui offre de la consultation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que t'offres aussi dans ta pratique? Oui. Puis ça, justement, c'est sûr, ça a beaucoup de lien avec ce qu'on parlait aujourd'hui, là, parce que c'est mon sujet préféré. Mais j'ai créé un espace, là, ça fait... j'ai beaucoup travaillé là-dessus, ça a changé de forme, mais ça s'appelle l'Extase, puis c'est un accompagnement, c'est maintenant disponible sur une application mobile. Puis dans le fond, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment regrouper toutes les ressources qui, selon moi, sont essentielles pour comprendre son désir, puis pour y reconnecter, pour le réactiver, le maintenir aussi, à travers les relations de couple. Fait qu'à travers tout ça, il y a des modules où on parle de l'écart de désir, où on prend le temps, étape par étape, de reconnecter, puis qu'on soit dans une situation où il y a vraiment un écart de libido important, puis qu'on a besoin de reconnecter graduellement, ou que ça soit des fois un couple que, justement, il y a de la misère à prioriser la sexualité. Souvent, ça arrive comme nouveaux parents ou dans différentes périodes. Comment est-ce qu'on peut prendre le temps de reconnecter graduellement? Fait qu'il y a toute cette partie-là, évidemment, mais il y a aussi une partie où on prend le temps de reconnecter au corps, que ce soit par des pratiques un peu plus somatiques, de mouvements, mais des auto-hypnoses ou différentes choses comme ça, l'approche tantrique un peu que j'aime jumeler des fois pour arriver à explorer différentes façons par sa respiration, par son corps, faire monter l'excitation et tout ça. Puis, il y a des ateliers chaque mois qui sont toujours en lien avec le désir. Fait que c'est un bel accompagnement pour rejoindre soit seul ou en couple qu'on a envie de prendre le temps pour faire de la place au désir sexuel. Puis, il y a aussi un espace communauté, justement, où les gens peuvent venir poser leurs questions puis échanger et tout ça. Puis, même du contenu érotique aussi que j'ai créé avec une auteur. Qu'on prend le temps de déconstruire l'espèce de modèle classique puis les normes par rapport à la sexualité et tout. Là, je trouvais ça vraiment important. Puis, c'est une façon plus le fun, je trouve, de passer par des histoires puis des textes puis d'aller développer son imaginaire comme ça que de toujours expliquer, de juste expliquer verbalement. Des fois, ça rentre mieux en explorant de diverses façons. Fait qu'il y a aussi beaucoup de jeux, beaucoup d'autres outils pour rendre ça le fun, comme on disait, puis remettre le plaisir au centre. Nice! Ben, je vais mettre tout ça en description, donc que ce soit pour joindre l'app ou que ce soit pour prendre rendez-vous aussi. Ouais. Je peux peut-être te mettre aussi le formulaire, parce que des fois, les gens ne savent pas trop qu'est-ce qui serait le mieux. Fait que moi, souvent, je leur offre juste de le remplir, puis je les recontacte pour les guider, voir c'est quoi la meilleure je vais mettre option, tous les liens directs. Merci, Emmanuelle, d'être venue au podcast. Je suis vraiment contente qu'on ait pris le temps de parler de désir. Ça faisait longtemps que je l'avais fait. Puis je pense que, comme on dit, c'est inévitable qu'il y ait un écart. Donc, je pense que c'est important d'en parler. Tellement. Oui. Merci. À la semaine prochaine. Bye.
Je tiens à remercier nos partenaires qui rendent Apérosexo possible. Séduction, qui est là si tu as envie de pimenter ta vie sexuelle, de t'explorer. Ils sont là pour t'écouter, te guider et t'équiper. Et Cul-de-sac sont des jeux de conversation intimes autour de la sexualité et des relations pour jouer en couple, entre amis ou en date. Et je tiens aussi à vous remercier, vous qui êtes là à chaque semaine. Je suis tellement reconnaissante et on se voit lundi prochain. Bisous!